Madame, Messieurs, nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Je vous dis bonjour, où que vous soyez actuellement. Si vous nous suivez à partir de YouTube, je vous dis bonjour et merci de suivre cette émission qui est diffusée à partir de Montréal, au Canada. Aujourd'hui, nous recevons une dame. Elle est originaire de la Côte d'Ivoire, de passage ici même à Montréal. C'est un grand plaisir de la recevoir. Et j'en profite pour saluer nos téléspectateurs de la Côte d'Ivoire, Abidjan. On a une sœur à nous qui est avec nous ici même en studio, Deli Sankofa. Quel est donc cet oiseau? Il est en fait le symbole de la sagesse, de la connaissance et de la mémoire des peuples. Hey, en fait, c'est ce que j'essaie de le dire. Si wo wera fi nawo Sankofa à Yankee, tu vas rire comme pas possible. Aphorisme akan qui signifie littéralement, en fait, on le dit ici, il n'y a aucun mal à apprendre du passé. Sankofa signifie, dans le langage akan du Ghana, retour aux sources ou encore se nourrir du passé pour mieux aller de l'avant. Le mot Sankofa dérive des mots san, retourne, ko, va, fa, ramène. Cela symbolise la quête akan de la connaissance, quête basée sur l'examen critique et l'investigation intelligente et pertinente. Ma chère, bonjour. Bonjour. Merci de votre présence à cette émission. J'ai essayé de parler un petit peu. Ça a été très bien résumé. Ah oui? Oh oui. Oui, mais là, j'ai parlé dans votre langue, je pense. Oui. Cette phrase-là, pouvez-vous me la répéter? Parce que peut-être que je l'ai mal prononcée. C'est Sankofa. Sankofa. C'est ça. Merci. Prends et reviens avec. Comment ça va? Ça va très bien. Montréal. Ah, il fait froid. Par rapport à la Côte d'Ivoire, il fait vraiment froid. Mais on s'adapte. Dites-moi, d'après vous, quelle température il fait là-bas actuellement? 28, 30 à peu près? Oui, peut-être 30. Oui. 30, en tout cas, il fait très chaud actuellement. Ouais. Et par rapport à ici, c'est on est au mois de février, hein? Oui, il fait chaud. Ça me rappelle des souvenirs. Abidjan. Mais alors, il ne fait pas seulement chaud, c'est humide. Parce que là, il y a la lagune qui est là quelque part dans la ville d'Abidjan. Oui, donc c'est humide. Et moi, j'ai atterri chez vous une fois, j'avais l'impression que ma peau me faisait mal. Ah! Oui, c'était humide, j'essuyais comme ça, là. La peau, ça fait mal. Je me suis dit, je n'ai jamais ressenti ça. Bon, c'est l'habitude alors. Ouais, vous avez une température pratiquement la même qu'au Burkina Faso, presque. Presque, parce que c'est vraiment collé. Hein. Ah, mais le Burkina, il fait encore plus chaud. Hein. Il fait encore plus chaud. Ouaga, là, c'est terrible. Hein. Ouais. Oh là là. Merci de votre présence ici. Dites-moi, vous êtes ici dans quel cadre précisément? Je suis venue pour un projet immersion dans le cadre du festival Afropolitaine qui a été organisé par le festival Afropolitaine. Donc, le projet immersion, c'est un projet qui consiste en une résidence de création. Résidence de création, donc ça réunit des artistes féminines, moi de la Côte d'Ivoire, une du Congo, une autre du Canada. Et le choix est fait comme ça, de manière spontanée? Par les organisateurs. Oui, c'est parce que vous êtes déjà connu chez vous, c'est ça? Oui, ils ont eu leurs critères de sélection, mais bon, Dieu merci, on fait partie du projet, c'est vraiment quelque chose de bien de pouvoir collaborer avec des artistes qu'on ne connaît pas. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Mais en fait, dites-moi, comment est-ce que vous définissez votre musique? Je l'ai appelé l'Afro-Light. Afro-Light, parce que je m'inspire de tout ce qui est traditionnel, voilà, à la base africaine. Et puis, je les rends de façon light, de façon digeste. Voilà, je ne rends pas la tradition pure. Voilà, je prends des rythmes traditionnels et je les allie avec tout ce qui est sonorité moderne que je peux entendre par-ci, par-là. Je me laisse inspirer souvent même par la musique du moment. Voilà, et j'essaie d'allier, d'y mettre tout ce qui est traditionnel. Que ce soit rythmiquement ou bien mélodiquement. Voilà. Si vous voulez bien, on va tout de suite là permettre à notre public de se mettre dans le bain directement. Super. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous nous présentez? Un premier titre, Percu Zibo. Percu chanté sur YouTube, que vous pourrez trouver. C'est un titre dans lequel je me suis inspirée du rythme traditionnel Zaouli,
Les aoulis chez nous, c'est un rythme de danse avec en même temps la même appellation qu'on nous ramène en même temps à la musique qui accompagne cette danse-là. Et c'est un peu le peuple gouro qui la pratique. Ok, alors on va juste rappeler, vous l'avez dit tellement vite, le titre de cette chanson, ça s'appelle Percu chanté. Percu chanté. Et nous sommes de retour à notre magazine de télévision. Nous recevons donc Dely Sankofa. Madame Sankofa, Montréal, pour vous, c'est tout nouveau. Oui. Je n'oserais pas vous demander comment est-ce que le public vous a accueilli. Mais par contre, vous avez eu quand même le temps de circuler un petit peu, de sentir un petit peu cette ville, d'aller faire un tour dans le métro de Montréal, et par-ci, par-là. Comment trouvez-vous les Montréalais? Bon, chacun, c'est un peu comme dans les pays en Amérique ou bien en Italie que j'ai fait un peu. Chacun est vraiment occupé à ses affaires, voilà. Mais pour les quelques personnes que j'ai eu à aborder, elles sont vraiment chaleureuses. Oui, hein? Oui, oui. On sent cette ouverture-là. Oui. Et puis déjà qu'ici, on parle le français. Donc, oui. Et j'ai la petite histoire. Quand je suis arrivée, je m'étais trompée d'adresse et je suis allée toquer même à une agence des personnes qui ne me connaissaient pas. Une dame, elle m'a bien accueillie. Elle a essayé de son ordinateur, elle a essayé de m'aider à trouver mon adresse. En tout cas, c'était vraiment très gentil. Ah, on vous a pas chassé? Non, elle ne m'a pas chassé. Oui, c'était vraiment étonnant. Moi-même, j'avais de la réticence, mais j'ai été bien accueillie. Non, mais je vais vous dire une chose. Ici, quand même, c'est certain que ce n'est jamais parfait partout. Oui. Mais il y a une chose, par contre, qui est très, très intéressante, c'est qu'il y a vraiment une certaine ouverture qui est très intéressante. Quand on se perd, on peut approcher les gens, demander. On ne vous dira jamais, tu ne sais pas lire, toi, quoi. Parce que tout est marqué, là. C'est quand même pas Paris, là. Ici, on est un peu plus ouvert. Ah, ben c'est merveilleux. Dites-moi, comment définissez-vous votre musique? Lorsque vous dites que c'est de l'afro light, je reviens sur ça, afro, parce que chez les Noirs, maintenant, le mot afro, là, c'est devenu partout. Hein? L'Afrique fait sa marque. Tout le monde va vers l'afro. L'afro light, comment est-ce que vous définissez l'afro light comme tel? En fait, peut-être je vais vous dire pourquoi est-ce que je me suis intéressée vraiment à ça et pourquoi est-ce que j'ai décidé de porter en fait ce fardeau, bien ce combat-là, parce que je me dis que en tant qu'Africain, on ne peut rien vendre de mieux que notre culture. Voilà, c'est ce qu'on peut me proposer de mieux. Voilà, et dans ma formation, quand je suis entrée à l'INSAC, j'ai choisi d'abord, je me suis spécialisée dans la musique africaine. Et c'est là que j'ai découvert, bien que étant ivoirienne, c'est lorsque j'ai commencé à étudier la musique africaine que j'ai découvert la variété des rythmes que nous avons. Voilà, et c'est ce qui m'a vraiment emmenée à m'intéresser à toutes ces cultures-là, parce qu'on a tellement de rythmes, on a plusieurs ethnies, et dans chaque ethnie, on a une variété de rythmes. Donc, on a beaucoup de choses à proposer, on a beaucoup de choses à montrer. Donc, voilà pourquoi j'ai décidé de mettre en avant voilà, la culture africaine dans ma musique. Et puis, c'est quelque chose, en fait, qui n'est pas près de tarir, parce qu'on en a beaucoup. Mais quand même, permettez, je me fais toujours l'avocat du diable. Quelque part, il y a de nombreux Africains qui vous regardent actuellement, de la diaspora que nous saluons d'ailleurs avec grand plaisir. Évidemment, la diaspora ivoirienne aussi, on leur dit bonjour. Là, je vais aller droit. Quand on regarde, vous parlez ici de faire la promotion de notre culture, de la culture africaine qui est très riche, qui est complètement vraiment diversifiée. Mais là, je vous ramène maintenant sur le terrain du continent même. Nos familles, nos parents,
Oui. nos parents, la manière dont on nous a élevés, dans l'éducation que nous avons reçue. Et je précise ici, nos parents, sans les insulter, Oui. c'était tous des colonisés. C'est-à-dire des gens qui ont vécu l'époque coloniale. Des gens qui ont vécu ce que moi je peux appeler le complexe du colonisé. Parce qu'on nous a appris que le blanc était meilleur que nous et nous étions tout petits. Bien. Alors nos parents nous ont élevés avec la mentalité, ma fille, mon fils, tu étudies. Tu étudies parce que c'est ta vie. C'est notre vie aussi. Un jour, tu vas peut-être toi aussi nous sauver. Oh. On compte sur toi. Moi, mon père me le disait tout le temps et ça m'énervait. On compte sur toi. Comment tu peux compter sur moi? Je n'ai rien. On compte sur toi. Mais vous décidez de faire la culture. Vous décidez de faire la promotion de la culture. Comment expliquez-vous ça à vos parents? Comment est-ce, premièrement, vos parents ont reçu cela, voyant que leur fille s'intéresse vraiment aux arts, s'intéresse à la culture? Et on sait que les Occidentaux, eux, s'intéressent beaucoup à la culture. Mais nous-mêmes, je vais m'arrêter là, on a constaté que chez nous-mêmes, la culture n'a pas aussi cette importance que l'on accorde à cet élément ici en Occident. Pour nous, la culture, bon, c'est traditionnel. Vous savez, c'est pas quelque chose. Alors, comment est-ce que vous conciliez ça, vous? Je suis d'une famille, je suis 7e et sur 10 enfants. 7e sur 10 enfants. Sur 10 enfants. 10 enfants. Oui, oui. Une armée donc. Après mon BEPC, mon père m'approche, me demande... Attends, BEPC, c'est le brevet d'études professionnelles, n'est-ce pas? Brevet d'études professionnelles. Le BEPC, le C, là, à la fin, en tout cas. J'ai oublié. Voilà. OK. Mais ça, c'est en 3e. Oui, oui. Donc, après le BEPC, mon père m'approche, me dit, qu'est-ce que tu veux faire? Déjà, il faut dire que depuis l'âge de 9 ans, bien avant ça, j'avais déjà commencé à chanter à la maison parce que papa même, il était à la chorale. Papa et maman étaient à la chorale. Ah bon, d'accord. Et mes frères aussi jouaient un peu la percussion. Donc une famille d'artistes quelque part. Voilà. Donc il y avait déjà cette graine-là. Et un peu plus tôt, j'avais commencé à chanter. À l'âge de 9 ans, j'ai un cousin qui vient du village et avec lui, je m'intéresse vraiment à la percussion, au djembé. Et c'est comme ça que ça part. Mais après le BEPC, mon père m'approche, me demande, qu'est-ce que tu veux faire? Oui. Tu as réfléchi, qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, bon, moi je vois déjà avec mes atouts, je pense que je fais la musique. Donc je veux continuer, je veux étudier la musique. Et quelle a été la réaction de votre papa? Il était d'accord. Il était enchanté. Il m'a demandé parce qu'il était prêt à tout entendre. Donc quand je lui ai dit ça, il m'a dit, il n'y a pas de souci. Mais il vous a pas dit, mais ma fille, comment tu vas gagner ta vie? Tu vas être dépendante d'un homme qui va te battre, qui va te faire du mal. Non, mon père, il m'a toujours fait confiance. Oui. Et ça a été un fardeau pour moi, bon, une lourde responsabilité de savoir que mon père comptait sur moi. Il me faisait confiance, il avait confiance en moi. Même quand je lui disais que papa, je sors, j'ai une prestation et peut-être je vais finir tard. Il me dit, d'accord, si c'est tard, tu vas dormir chez une amie ou bien un ami, tu dors là-bas et tu reviens le lendemain. Et il avait confiance en moi. Donc, je n'avais pas droit à l'erreur. Il savait sur qui il pouvait compter parce qu'il avait senti sa fille intelligente et déterminée. Et moi, quand il me fait confiance comme ça, je n'ai pas droit à l'erreur. Donc, c'est comme ça, c'est parti. Et j'avais de bonnes notes. Et mes professeurs également, quand c'est comme ça, on te confie des cours de musique, voilà. Donc ça fait des jetons, des ristournes qui entrent, voilà. Quelque part, lorsque je vous entends parler, donc on sent que votre papa ou votre famille, ce n'était pas des matérialistes, ce n'était pas l'objectif nécessairement monétaire, financier, recherché, c'était beaucoup plus vous permettre, vous, de vous exprimer, de grandir comme tel, c'était beaucoup plus ça. Oui, et ça m'a vraiment aidé, le fait qu'il croit en moi, et ça m'a vraiment reconforté, puis ça m'a donné d'évoluer facilement, en fait. D'évoluer facilement dans le domaine. En tant que femme ivoirienne, comme telle, vous le savez, nous venons des sociétés, je ne dirais pas des sociétés machistes, puisque la plupart des sociétés africaines, ce que les gens ne savent pas, sont matriarcales, souvent. C'est la femme qui mène, nécessairement, dans nos traditions. C'est l'oncle du côté maternel, du moins chez moi, qui est toujours la partie la plus importante. Mais dites-moi, en tant que femme, en tant qu'Ivoirienne, comme telle, pour vous, est-ce que ça a été facile d'évoluer tranquillement dans le cadre musical de ce que vous faites, vous? Il y a eu des difficultés, mais que je n'ai pas vraiment... je ne considère pas vraiment comme telles parce qu'il y en a partout dans tous les domaines. Ah ben oui. Oui. Et la petite difficulté, en fait, je me permets de la banaliser, c'est parce que c'est un métier... Moi, je suis percussionniste.
de base. Et en général, ce sont les hommes qui jouent de cet instrument. Justement. Le djembé, voilà. Ce sont les hommes qui jouent de cet instrument. Et donc vous, souvent... vous y mettez? Oui, j'ai commencé tôt, donc ça fait que je suis quand même à l'aise dedans. Mais quand même, quand je vais souvent sur des scènes, il y a cette petite confrontation quand je trouve d'autres garçons là qui sont là. En fait, c'est comme si c'est pour montrer que toi tu viens faire quoi? Toi tu es une dame, tu viens faire quoi? Est-ce que toi tu peux tenir? Mais bon, après quand tu vois, c'est vrai qu'on n'a pas le même niveau, mais quand tu vois quand même les efforts que je fais et puis le niveau que j'ai atteint pour une femme que je suis, il y a quand même le respect qui s'installe. Donc on te regarde avec méfiance, avec ça, questionnement au début. Ça c'est au début et quand je finis de jouer. Mais ils ne voient pas les muscles, ils voient parce que souvent l'image de ce qu'on voit. Voilà, je ne suis pas si... voilà, je suis un peu... Mais quand je finis de jouer, le respect s'installe. Ils sont là et disent, elle connaît, hein, elle connaît. Si vous voulez bien, on va aller vers une autre vidéo. Qu'est-ce que vous nous présentez? Soloiba. Soloiba. Oui, Soloiba, c'est mon dernier single où j'ai fait la rencontre de deux cultures, Sénégal et Côte d'Ivoire. Ah tiens, oui. Deux cultures, Sénégal et Côte d'Ivoire. C'est très intéressant. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? Je vous pose cette question parce que je vais arriver à quelque chose qui va vous énerver, peut-être. Peut-être à Tidiane Thiam. Tidiane Thiam. Mais là, on garde le nom. Je reviens sur ça. Vous nous parlez de cette différence qu'il y a dans la culture sénégalaise. Et donc, il y a une vraiment différence dans cette culture, dans ces deux cultures? Bon, à la base, oui, bien sûr. Bien sûr, j'ai pris carrément un rythme qu'on connaît bien, le sabbat, qu'on connaît bien du peuple sénégalais. Le sabbat? Oui, sabbat. Et sur lequel j'ai chanté dans ma langue, en avikam, voilà, complètement un peuple lagunaire au sud de la Côte d'Ivoire. Donc c'est carrément c'est très éloigné. Mais j'ai voulu permettre aux auditeurs d'effectuer ce voyage-là avec moi. D'accord. Alors donc, on va donc rappeler le titre de cette chanson. Le titre, c'est Soloiba. Voilà, madame, monsieur, nous sommes de retour à notre magazine de télévision. Si vous voulez nous rejoindre à nous, je vous dis encore une fois bonjour. On parle musique ivoirienne aujourd'hui à Montréal. Ma chère, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à vous demander, mais je vais revenir sur cette différence culturelle entre le Sénégal, on veut apprendre, et la Côte d'Ivoire. Pourquoi je vous demande ça? Simplement parce que, vous le savez, comme moi, actuellement, il y a eu un gros débat en Côte d'Ivoire, et même si on est loin, on suit. Il y a un jeune homme qui s'appelle Tidiane Thiam, qui est devenu, comment dirais-je, la star des finances en Côte d'Ivoire, l'homme qui fait peur quasiment à l'élite actuellement au pouvoir, en commençant par Alassane Ouattara et Bédié. Enfin, Bédié est déjà parti, mais il est même le remplaçant, je pense, quelque part, de M. Henri Konan Bédié. C'est comme ça qu'on le voit, puisque les gens disent qu'avant même la mort de Konan Bédié, il l'avait déjà choisi. Bref, on le voit comme le futur président de la Côte d'Ivoire. C'est lui que l'on voit. Et je le connais dans ma jeunesse, à Rabat, je le voyais. Il étudiait déjà au lycée Descartes, à Rabat même, qui était l'école de l'élite marocaine. Ce garçon était déjà là. Je le voyais à Rabat parce que j'y vivais moi aussi. Et déjà, à la base, il avait une grande formation. Aujourd'hui, on sent que ça, c'est lui. Maintenant, je ne parlerai pas de politique, je reviens vers vous. Vous avez parlé de cette grande différence qu'il y a culturelle entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Nombreux parmi les Ivoiriens s'interrogeaient des origines de ce garçon dont le papa, qui s'appelle Thiam, était sénégalais carrément et dont la maman était la nièce du président Houphouët-Boigny. Bref, le papa a fait carrière comme ministre Thiam, mais on dit qu'ils avaient déménagé pendant l'époque coloniale. Donc, il est ivoirien comme tel. Vous, en tant qu'Ivoirienne, qui parlait de cette grande différence culturelle entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, y a-t-il vraiment une différence entre les Ivoiriens
et les Sénégalais, ou bien c'est le même peuple finalement qui se mélange, puisqu'en Côte d'Ivoire, vous avez quand même plusieurs ethnies, plusieurs peuples. Sans vouloir me... Mêler politique. Voilà, vraiment, je ne me mêle même pas politique. Je vous comprends. Pour moi, l'Afrique, c'est un gros peuple, un seul peuple. Toute l'Afrique. Dites-le encore plus fort, qu'on vous entende, ma chère. L'Afrique, c'est un grand peuple unique. Nous sommes tous des frères et des sœurs. Il y a eu juste des délimitations. C'est comme des personnes qui sont dans un même quartier, chacun a sa maison, c'est tout. Voilà. Donc, c'est normal que les cultures se ressemblent. Voilà. Et il y a quand même des habitudes dans chaque maison, voilà, qui soient différentes d'une maison à une autre. Sinon, c'est le même peuple. C'est le même grand peuple, voilà. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Je ne peux pas aller plus loin que ça. Est-ce que vous y croyez sincèrement? Oui, je crois. Parce que l'Afrique, quand tu prends les côtés culturels, nous sommes beaucoup plus basés sur la rythmique. La rythmique? La rythmique. Comment vous expliquez ça? C'est de notre nature. On est venu trouver ça comme ça. Je ne sais pas l'origine, mais quand tu analyses la plupart des peuples africains, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mélodies, mais on est beaucoup rythmique. On est rythmique, beaucoup rythmique. Ce que vous dites là, c'est tellement vrai que je vais vous raconter ma petite vie très rapido presto pour faire des exemples, parce que moi je suis parti de chez moi très tôt, très jeune. Déjà là de 12-13 ans, on voyageait. Mon papa était diplomate, donc on voyageait partout. Alors à un moment donné, je suis retourné chez nous vers les années 71 à peu près, en fait, carrément Kinshasa, Congo, je suis congolais. Et là, je regardais la télévision. On montrait les différentes cérémonies, tout ça, un président qui débarque chez nous, tout ça. Mais moi, ce qui me frappait, ce pauvre président, quand il débarquait à l'aéroport, on voit des femmes là, habillées, là, machin, en train de danser. Ding, ding, ça joue au tam-tam, ding, ding, ça dansait. Alors, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'elle danse? Et chez nous, les amis, ils disent, mais oui, mais c'est normal qu'elle danse. Je dis, mais comment ça, pourquoi est-ce qu'elle danse? Est-ce que nous, quand on va en France, est-ce qu'on met des Johnny Hallyday, machin, en train de danser sur la piste? Mais pourquoi est-ce que nous, on danse? À chaque cérémonie. Et ce qui est marrant, un président qui va décorer ou qui va inaugurer quelque chose, quand il arrive là, ça danse encore. Je dis, mais c'est quoi ça? Donc, ça fait vraiment partie de la danse. C'est une manière d'exprimer finalement tous nos sentiments, quoi. Oui, la musique est présente à tous les moments de la culture, en fait, de la société. Mais ce qui est grave, c'est qu'on danse même quand il y a des morts. Ouais. Ça c'est quelque chose, je ne dis pas que c'est mauvais, non, c'est pas ça que moi je dis. Mais j'aimerais que notre public qui nous suit comprenne un petit peu ça. Parce que lorsque vous dites la danse, l'expression corporelle, par la musique, c'est très important. Mais là, il y a un mort, quelqu'un qui est mort. On est en train de pleurer. Et à un moment donné, ça se lève là. Ça commence à danser autour du mort, en parlant. Mais on danse. On danse en pleurant en même temps. C'est quelque chose qui, pour moi, est vraiment fantastique. Est-ce que vous, dans cette musique que vous faites ici, est-ce que vous vous en servez de ces éléments-là? Je ne sais pas si ma question est très claire. Allez chercher les émotions du public, allez chercher les émotions de ceux qui vous regardent au travers votre instrument. C'est à laquelle je voulais venir. En fait, dans ma musique, je joue beaucoup sur les émotions. Ah. Voilà. Oui, il y a deux parties en fait. Il y a des moments où je joue vraiment de manière enlevée, à faire danser tout. Mais dans la plupart du temps, je cherche à toucher l'émotion, à communiquer quelque chose en fait dans ma musique. Donc quand je compose, je réfléchis à qu'est-ce que celui qui m'écoute va ressentir. Qu'est-ce que je veux qu'il ressente? Est-ce que je veux que en entendant ma musique, qu'il soit dans la joie, ou bien qu'il pense à l'amour, à la nature, cette belle nature, cette vie que Dieu nous donne, voilà, tout ça, penser à sa vie, voilà. Alors dites-moi, on a passé quand même suffisamment de temps ensemble. Comment voyez-vous votre avenir, en fait, dans le futur? Est-ce qu'il est question après les spectacles de Montréal, peut-être un retour ici au Canada, ou est-ce qu'après ça, c'est ailleurs, aux États-Unis, en France ou même en Côte d'Ivoire? Alors,
J'ai, depuis le début de ma carrière, glané des prix. Voilà, depuis la Côte d'Ivoire, avec... j'ai passé aussi par le Congo avec le 9e jeu de la francophonie où j'ai représenté la Côte d'Ivoire, catégorie chanson. Et puis après aussi, il y a eu le Massa plusieurs fois. Autour de Nermont aussi, j'ai eu un prix. Et c'est la première fois que je viens au Canada. Voilà, et je compte m'installer aux États-Unis tout près, juste à côté. Et c'est le moyen pour moi de venir montrer ma musique, voilà, avec tout le bagage que j'ai depuis, parce que j'ai commencé depuis 2008, les collaborations, tout ça. Et c'est pour moi le moyen de venir montrer toute cette musique-là, tout mon savoir-faire, voilà, à ce nouveau public, voilà, que j'aborde. Et c'est ma conquête. Les amener à aimer ma musique, à aimer mon pays à travers ma musique. Dernière question, ma toute dernière question avant de passer, dernier extrait, parce qu'on ne va pas vous laisser partir comme ça. Super. Qu'est-ce que le public qui nous a suivis, là, peut retenir de notre conversation, en synthèse, globalement? Ou bien, que voulez-vous que le public retienne de notre conversation? J'aimerais bien que le public retienne que Léry Sankofa, qui est une artiste chanteuse percussionniste ivoirienne, est désormais disponible au Canada, aux États-Unis, et elle fait de l'afro-light. Et elle est une artiste à découvrir et à redécouvrir. Une artiste dont vous ne vous lasserez jamais. C'est bon ça. Alors, on se quitte avec quelle vidéo? Avec quel extrait? On se quitte avec Mama, un titre de mon premier EP. Premier EP? Oui, Mama. Mama. Oui, c'est un morceau que j'ai composé juste de mon retour de l'Algérie. Donc, c'est un hommage à la mer. Léry Sankofa. On se quitte avec Léry Sankofa. On se quitte avec Mama. Mama. Merci. Merci à vous.